Tout d'abord, bonjour et bonne année 2015. Il s'agit d'une revue de la littérature que je souhaite entreprendre, que je vais probablement essayer de publier toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Revue de la littérature sur les infections associées aux soins, qui porte sur plusieurs journaux, des journaux de maladies infectieuses, des journaux d'hygiène, des journaux de microbiologie, de réanimation, ou encore des papiers un petit peu plus généralistes, et également les publications sur Twitter. Tout d'abord, un article de l'American Journal of Infection Control qui essayait de voir quels étaient les aspects coût-efficacité derrière des investissements sur les 10 dernières années aux États-Unis pour la prévention des infections. Alors, quel est le principe de cette étude? Il s'agit d'une modélisation coût-efficacité avec un scénario assez simple. Un patient âgé entre en réanimation, il s'infecte ou il ne s'infecte pas, il sort ou il ne sort pas, il décède ou il ne décède pas, avec un suivi à 5 ans, des hypothèses qui se basent sur des données des systèmes de santé américains Medicare et Medicaid. Dans cette étude, sur la base de ces hypothèses, il a été calculé des ratios incrémentaux de coût-efficacité avec comme rapport le coût sur le nombre d'années de vie gagnées, également le coût sur la qualité de vie à la suite de l'hospitalisation en réanimation. Et ce que l'on peut voir en fait, c'est le rapport entre un patient infecté soit par une pneumopathie acquise sous ventilation, soit par un cathéter central, sur un cathéter central, et donc les ratios, lorsqu'on regarde le nombre d'années de vie gagnées, est de l'ordre de 14 000 $ contre 27 000 $ lorsque l'on prend les qualis. Alors comment interpréter tout ça? C'est évoqué par les auteurs en discussion. Le seuil habituellement admis dans la littérature est de l'ordre de 50 000 $ pour considérer qu'il s'agit d'un coût efficace, d'une intervention coût efficace. Et donc les résultats de cette étude montrent que finalement les investissements sont inférieurs à ce seuil de coût efficacité. Et donc on peut considérer qu'aux États-Unis, les politiques d'investissement sont coût efficaces. Une seconde étude publiée dans le JACC sur de l'épidémiologie moléculaire des entérobactères cloaqués. C'est une étude qui a été publiée par le groupe Mozart, qui est un projet européen qui est en cours depuis plusieurs années sur les bactéries multirésistantes, notamment en réanimation. Alors, qu'est-ce qui a été effectué dans cette étude? C'est sur la base de 195 écouvillons rectaux de 12 hôpitaux à travers l'Europe. Il a été réalisé des analyses de MLST et de champs pulsés de souches d'entérobactères cloaqués. Et ce qu'il a été constaté, c'est qu'il y avait finalement une ressemblance moléculaire de différentes souches retrouvées dans plusieurs hôpitaux à travers l'Europe. Et donc les auteurs interprétaient ces données comme finalement une diffusion à l'international de ces souches d'entérobactères cloaqués, à l'image de ce qui était déjà décrit chez Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae, ces souches d'entérobactères cloaqués pouvant également soit acquérir, soit déjà porter des résistances aux antibiotiques tels que des gènes BLSE ou des gènes codant pour la production de carbapénémase. Une troisième étude, publiée également dans le JACC, assez intéressante puisqu'il y a assez peu de données dans ce domaine sur la dissémination des carbapénémases sur le continent africain. Et c'est donc une revue de la littérature. Les auteurs ont analysé 83 articles pour essayer de voir quelles étaient finalement les souches retrouvées dans ces articles, souches d'entérobactéries ou de non-entérobactéries productrices de carbapénémase. Et ce que l'on constate n'est pas très surprenant. Tout d'abord, il y a une prédominance des OXA48 chez les entérobactéries dans le nord de l'Afrique, avec des pays comme le Maroc ou la Tunisie principalement touchés, mais également des gènes producteurs d'IMP également sur ce continent. Et finalement, on peut retrouver ces types de
résistance un petit peu partout sur le continent africain. Lorsque l'on regarde les souches de non-entérobactéries, Acinetobacter ou Pseudomonas, eh bien, le gène prédominant, c'est le XA23-like, retrouvé un petit peu partout sur le continent, mais également le VIM. XA23 principalement présent chez Acinetobacter et le VIM chez le Pseudomonas. Une dernière étude assez intéressante publiée dans le Lancet qui essayait de voir quel était le potentiel de dissémination du virus Ebola par l'intermédiaire des vols commerciaux à partir des pays impactés par cette épidémie. Ce qui a été remarqué, vous avez plusieurs figures ou tableaux sur cette diapositive qui est assez chargée. Tout d'abord à gauche, c'est que le volume de vol au départ des 3 pays impactés est finalement assez faible. Il s'agit de 0,02% de l'ensemble des vols commerciaux dans le monde de manière annuelle. Le principal étant les États-Unis et le second, l'Angleterre. Le tableau intermédiaire il est assez intéressant puisqu'on peut constater 2 choses. Tout d'abord, que les dépistages à l'arrivée des patients dans les pays de destination doivent être effectués approximativement dans 15 pays pour être efficaces, alors que si l'on les effectue dans les pays de départ, on est à 3 aéroports, 3 pays qui nécessitent ces dépistages. Donc finalement des moyens beaucoup moins importants de dépistage lorsqu'on les réalise dans les pays de départ. L'autre chose étant que les temps entre le screening et l'arrivée d'un patient à sa destination est de l'ordre de 3 heures à 6 heures. Or, la durée d'incubation étant grosso modo de 8 à 21 jours, on peut considérer que finalement cette durée est marginale et qu'un patient qui est asymptomatique ne sera très probablement pas symptomatique à son arrivée. Alors qu'est-ce que concluent les auteurs ? Ils disent que finalement il faut privilégier le dépistage au départ, donc dans l'aéroport de départ plutôt que dans l'aéroport de destination pour essayer de finalement resserrer les mailles du filet vis-à-vis de la dissémination de l'Ebola. Le tableau de droite lui montre que les 2 pays qui sont principalement exposés à Ebola, ce sont l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France. Alors, un éditorial a été également publié en parallèle de cet article, et cet éditorial disait que finalement, le risque d'export de l'Ebola en Angleterre ou encore en France, au Royaume-Uni ou en France, était 8 fois supérieur que celui de l'export vers l'Amérique, les États-Unis. Et en d'autres mots, que finalement un cas qui surviendra aux États-Unis se traduira en parallèle par 8 cas au Royaume-Uni et en France cumulés. Enfin, 3 références retrouvées sur Twitter. Tout d'abord, une vidéo assez intéressante qui en fait reprend l'histoire de l'évolution de l'épidémie d'Ebola, publiée dans le New York Times. C'est une vidéo de 3 minutes, je vous conseille d'aller la regarder, elle est assez pédagogique, très intéressante. Un deuxième point sur les antibiotiques retrouvés dans des rivières chinoises, c'est également intéressant, surprenant, vraiment, il faut le lire et c'est assez bien écrit. Et puis un 3e point qui va être présenté le 14 janvier, qui porte en fait sur l'évaluation de la perception des personnels soignants dans 2 hôpitaux anglais vis-à-vis de l'organisation et de la gouvernance des infections, de prévention des infections. Et c'est un rapport assez important en Angleterre qui sera publié mi-janvier. Donc en Angleterre, il faut jeter. Et enfin, une dernière diapositive pour nos amis de la presse qui ont été assassinés cette semaine. Nous ne les oublions pas. Je vous remercie et à la semaine prochaine.